Ça va pas mal. Merci. C'est un peu long comme réponse. Je me doutais que ça allait se dérouler tout seul. Du coup, il y a de la matière. Salut, comment tu vas aujourd'hui? Il y a un dicton qui dit « La vie, c'est aussi ce truc qui t'arrive alors que tu avais prévu toute autre chose ». Dans cette vidéo, je te propose de découvrir quelques outils pour justement savoir comment aborder ces moments difficiles de la vie, comment améliorer nos interactions et comment mettre notre énergie au bon endroit et surtout de la bonne manière. Pour cela, on part à la rencontre de Marc Thuriot, docteur en neurosciences et spécialiste des questions de négociation et de management. Il est également chercheur, formateur et fondateur de SoBrain.ch. Du haut de ses 25 ans d'expérience, il a eu l'extrême gentillesse de nous rencontrer pour nous expliquer comment mettre en place un mindset favorable à l'amélioration de notre quotidien. Allez, c'est parti! La métacognition, c'est un outil qu'on peut utiliser au quotidien pour se regarder, penser. L'idée, c'est d'avoir un regard sur soi, c'est-à-dire moi, je fais ce geste tout le temps. Ça, c'est le regard qui est posé sur moi, sur mon cerveau, en train de fonctionner. C'est pas utilisé tout le temps non plus, mais à bon escient. Il n'y a pas de raison d'utiliser la métacognition quand tout va bien, et d'ailleurs, je le déconseillerais. Le début, c'est je rencontre un problème. Si tout à coup, je me rends compte que j'ai le ventre serré. Et alors là, je regarde et je me dis qu'est-ce qui vient de se passer et quelles sont les idées qui me traversent, à quoi j'ai encore accès qui vient juste de se produire en moi. Alors d'abord il y a les sensations physiques et puis il y a des petites phrases. Ce qui est passionnant avec la métacognition, c'est qu'il y a tout un tas de pensées qui nous traversent, de phrases très concrètes qui ne demandent pas une interprétation psychanalytique incroyable, mais qui parlent d'elles-mêmes. Moi, j'aime bien l'exemple du jugement qu'on porte sur quelqu'un et d'être très attentif au moment où on vient de parler à quelqu'un et puis quelques instants après, on se dit « mais quel con celui-là » Quel con celui-là, ça vaut le coup de regarder si par hasard c'est pas moi le con. En l'occurrence, moi, je dois avouer que le plus souvent, quand je me dis quel con, c'est moi qui ai un souci en fait et non pas la personne. Donc l'idée, si on déroule le processus, c'est j'ai le ventre qui se serre et puis j'entends à ce moment-là une phrase. Quel con ce mec. Du coup je la regarde et je me dis mais pourquoi j'ai dit ça en fait? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Est-ce que, je sais pas, il a été moralement défaillant? Ou alors est-ce que peut-être par hasard, il n'aurait pas des compétences que j'ai pas? Ça, c'est une question très intéressante à se poser. Humblement, je peux dire que j'ai démasqué ça chez moi. Et alors, voilà, je me rends compte que ça peut me mettre mal à l'aise de parler à quelqu'un qui me dit des choses que je comprends même pas et que je vais superficiellement trouver des raisons pour expliquer ça, qui sont de fausses raisons. Ça s'appelle la rationalisation, c'est-à-dire que, en fait, j'ai une émotion, il me plaît pas ce type, et puis je vais expliquer ça a posteriori en revenant sur la situation de façon très intuitive, sans du tout y réfléchir, et je vais me dire ouais, évidemment il se la pète, c'est une très bonne explication pour donner du sens à il est con, donnant du sens à mon émotion. Spontanément, on va comme ça générer du sens. C'est pour ça qu'en neurosciences cognitives, on va plutôt sourire maintenant quand j'entends quelqu'un dire non mais il faut mettre le sens au cœur de sa vie. Ouais, quel sens? C'est une question qui est très complexe, personne ne serait d'accord sur la réponse. En tout cas, une façon de donner du sens à une situation peut être aussi absurde que il est con celui-là. Donc la métacognition, elle nous permet de voir ça, de me regarder, de revenir sur la situation, de me rendre compte qu'en fait c'est juste parce qu'il a dit des choses que j'ai pas comprises, qu'il avait l'air savant. Pour moi, imaginons, ça serait un neuroscientifique qui parle de neurosciences et je comprends pas. Ça m'est pas encore arrivé, mais peut-être ça viendra. Peut-être j'ai pas encore rencontré la star qui dit un truc de neurosciences qui me scotche. Alors qui me scotche, oui, ça m'arrive, qu'il m'épate, où je dis ah ouais, super idée. Ça m'arrive tout le temps quand je lis notamment, mais que je comprendrais pas. J'imagine que je trouverai un nouveau con sur le coup. Puis derrière, j'apprendrai plein de trucs. Donc voilà, la métacognition, c'est cet outil qui nous permet de grandir, aussi de revenir sur des situations dans lesquelles on s'est mal comporté. En tant que manager, par exemple, si je m'énerve contre un collaborateur, ça serait bien que je me demande pourquoi je me suis énervé, j'écoute ça, que j'écoute ce qui me traverse et que je me rende compte que peut-être je me suis énervé parce que moi aussi, j'ai cru qu'il allait réussir et donc je suis frustré d'avoir cru ça. Et en fait, j'ai fait une erreur, comme mon collaborateur, on a tous les deux fait une erreur. C'est quand même vachement plus chouette et on a plus de chances de réussir ensemble à éviter que cette erreur se reproduise si on est conscient que soi-même, en croyant que l'autre allait réussir, on a fait une erreur. Par exemple, ça n'est accessible à mon sens qu'en étant un observateur de ce qui nous arrive en live. Un biais cognitif, c'est un fonctionnement le plus souvent normal et efficace du cerveau. On a
besoin d'avoir des raccourcis. On fait des analyses de situation spontanées, inconscientes le plus souvent, et puis on répond à cette situation, ça marche, donc ça devient une heuristique, ça devient une sorte d'autoroute de comportement, et derrière on la remet plus en question. On peut faire un truc qui ne fonctionne pas pendant des années sans le remettre en question, parce que justement c'est une autoroute automatique. Il faut pouvoir s'arrêter, faire de la métacognition pour revenir en arrière et se dire mais attends, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça marche pas. Un biais cognitif, dans le fond c'est pas un biais, c'est un fonctionnement normal du cerveau. Et puis il y a des situations dans lesquelles il en devient un biais parce qu'il n'est pas approprié. Biais de confirmation d'hypothèse, je parle avec quelqu'un et cette personne n'est pas d'accord avec moi. Ça crée un conflit cognitif et puis je vais sortir mon téléphone, taper dans un moteur de recherche les mots-clés qui me permettent de trouver la réponse à la question. Je scrolle et puis en scrollant, je vais tout à coup voir qu'il y a quelques infos qui vont dans le sens de l'autre et j'en trouve une qui va dans mon sens. Mais là, je suis dans l'émotion parce qu'on n'était pas d'accord. Quand je vois ça, je clique dessus, je suis content, me permet de me rassurer sur ce que je crois jusque-là et puis je vais le montrer à l'autre et dire tu vois, j'ai trouvé un site qui confirme ce que je te disais. Tu vois que j'avais raison. Puis là, l'autre va dire ah ouais, peut-être je vais d'un coup réussir à le convaincre parce que et je vais pas lui partager l'information qu'en fait j'ai vu qu'il y en avait d'autres, ni que c'est sur un site foireux parce que je sais que cette personne-là n'est pas très regardante sur les sources. Là voilà, c'est un biais de confirmation d'hypothèse et je suis peut-être passé à côté d'une occasion de grandir, d'apprendre quelque chose. Donc, comment on lutte contre le biais de confirmation d'hypothèse? Alors des gens disent qu'on peut pas lutter contre ces biais, je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut lutter contre certains biais en tout cas. Alors on en a trop pour pouvoir tous les affronter, mais de temps en temps on peut lancer un chantier. On peut lancer le chantier biais de confirmation d'hypothèse par exemple et puis se dire une première chose, essayer de se souvenir quand on a changé d'avis. Toutes les fois où dans la vie réelle on se rend compte qu'on change d'avis, on y fait très attention puis on se dit quand je viens de comprendre un truc, il y a une certaine satisfaction à ça. Ça libère sans doute de la dopamine et puis il y a une envie de retrouver ça, c'est-à-dire que changer d'avis, il y a une sorte de eureka à un moment donné et cet eureka il est agréable à vivre en fait. Un plaisir de tout à coup sentir qu'on a compris quelque chose. Concentrons-nous sur les fois où on change d'avis, concentrons-nous sur la possibilité de changer d'avis en se disant, par exemple quand je lis un titre dans un journal et je suis fondamentalement contre, si j'allais le lire en me disant voyons si par hasard il n'y a pas quelque chose à apprendre là-dedans. Alors il est possible que non, parfois c'est à juste titre, on regarde les arguments puis on se dit non là je vois plutôt ses biais à lui, qui est partisan ou qui pense qu'il y a un groupe et pas un autre et puis du coup en ce moment c'est un peu à la mode et donc il n'y a pas un regard juste, mais dans des vidéos YouTube ça m'est arrivé et dans des bouquins surtout, je vais commencer à lire le livre et puis au bout d'un moment avoir envie d'arrêter parce que je suis pas du tout d'accord. Par exemple je trouve très intéressant de lutter contre ces biais féministes, enfin pas féministes, masculinistes plutôt, ou je sais pas, en tout cas ces biais sexistes. Comment on fait pour lutter contre ces biais sexistes? Je pense que l'idéal c'est de se confronter à, par exemple, des opinions, des avis, des écrits et des personnes féministes, de discuter avec et d'être vraiment à l'écoute en se disant voyons s'il n'y a pas quelque chose que j'ignore là-dedans. Ça c'est très intéressant parce qu'évidemment la femme par exemple qui vit une discrimination quotidienne, moi comme homme j'en ai aucune idée de ça parce que je le vis pas. Je suis dans une ignorance totale de ce réel-là. Donc j'ai plein de trucs à apprendre. Mais ça va me déranger parce qu'à un moment donné elle va peut-être pouvoir dire cette personne que voilà comment souvent les hommes se comportent et puis peut-être que je vais me reconnaître à moitié là-dedans. Alors là je vais carrément avoir envie d'arrêter de lire si je suis en train de lire ou de m'embrouiller avec la personne. Et là l'idée c'est de continuer et de continuer à poser des questions, de continuer la lecture, de regarder en métacognition le sentiment désagréable et doucement regarder la raison pour laquelle c'est désagréable. C'est désagréable parce que je suis un homme et parce qu'on parle de moi et que j'appartiens plus ou moins à ce groupe, même si c'est inconscient. Et puis quand je le regarde, tout à coup, je me rends compte que j'ai pas d'argument et qu'elle a raison puisqu'elle parle de ce qu'elle a vécu et puis qu'elles sont très nombreuses apparemment à penser la même chose. Donc il semblerait que, encore une fois, le con c'est moi. Donc voilà, deux façons de s'intéresser à ses propres biais. Dans le biais de confirmation d'hypothèse, je vais chercher à prendre du plaisir à changer d'avis et à aller vers des avis contraires en me disant à chaque fois que quelqu'un dit un truc qui est contre mon opinion, je vais y aller et je vais explorer comme ça, comme un aventurier. Et même chose en fait pour les avis contraires dans les biais sexistes. C'est-à-dire si une femme me dit mais là ce que tu viens de faire c'était sexiste, première réaction c'est alors moi sexiste, mais alors jamais de la vie. Enfin, j'adore les femmes, commentaire horrible. En tout cas la première réaction ça va être de vouloir se défendre. Et là l'idée c'est si tu te défends c'est mal barré. Explore. Et si elle avait raison? Et si je m'étais trompé? Et si en fait, oui, peut-être que j'ai été sexiste là, mais je m'en suis pas rendu compte évidemment. Parce que je suis pas un sexiste conscient, mais inconscient probablement comme la plupart d'entre nous. Et donc j'ai beaucoup à apprendre d'elle, Else, à écouter ce qu'elle me raconte et à explorer ça, à explorer ce que ça me fait.
Ça paraît très étrange de dire que l'incertitude se cache partout. Je me souviens que quand j'ai découvert les premiers écrits de sciences cognitives sur l'incertitude, ça me paraissait pas très intéressant parce que j'ai pas vécu une expérience, j'avais pas encore observé ce que c'était. Je vous conseille le bouquin d'Albert Moukébert, où le cerveau nous joue des tours. Il y a plein de choses d'Albert Moukébert qui sont vachement intéressantes là-dessus. C'est pour moi une référence en neurosciences cognitives et puis il est médiatisé, donc ça tombe bien. Et puis voilà, il est pointu sur ce sujet. Albert va nous permettre d'explorer comment notre cerveau va transformer un son. Il y a une émission sur France Culture qui est hyper intéressante là-dessus, Le cerveau, il y a Albert Moukébert, et qui va nous permettre d'entendre comment notre cerveau transforme un son et de réaliser que si le son est ambigu, il y a incertitude sur ce qui est raconté. Moi, je vais pas avoir d'incertitude en fait. Je vais transformer ce son. Par exemple, dans ce qu'il montre, il y a Green Needle ou Brainstorm, et Green Needle, donc aiguille verte, Brainstorm. On voit que c'est deux mots quand même vachement différents. Eh bien, on peut passer de l'un à l'autre. On peut passer de brainstorm, et c'est hyper clair, notre cerveau entend très nettement brainstorm, ou l'instant d'après, parce qu'on le lit, green needle. C'est quand même incroyable d'imaginer qu'on est sûr d'un truc et que 2 secondes après, on est sûr d'autre chose. Alors, il y a plein d'autres observations, mais celle-là, elle est assez flagrante. Elle nous montre à quel point, en fait, c'est absurde d'être sûr de quoi que ce soit. La science, tout court, n'est sûre de rien. Les mathématiques sont basées sur des axiomes, lesquels axiomes sont par définition indémontrables. Il n'y a aucune certitude nulle part, il y a juste des démonstrations que les maths, ça a l'air de marcher quand même. On arrive à aller sur la Lune, on fait 2-3 trucs intéressants, des ordinateurs et tout, des intelligences artificielles, enfin, genre, la preuve par l'exemple, mais fondamentalement pas. Fondamentalement, il n'y a pas de preuve que les mathématiques soient vraies. Alors à partir de là, de quoi on peut être vraiment sûr? Ça pose des questions. Si en plus on ajoute à ça que nos sens nous trompent, comme on vient de le voir, que notre mémoire est défaillante et qu'elle n'arrête pas de transformer les informations avec le temps, hein, on va les améliorer souvent, pour avoir de plus jolis souvenirs et une meilleure image de soi. Et donc, on ne peut pas vraiment croire dans l'absolu ce qu'on raconte. Si on a ça en tête, cette gestion de l'incertitude, ça va donner au quotidien des situations dans lesquelles, moi, par exemple, dans le milieu professionnel ou familial, on va me dire tout à coup « Mais non, mais tu dis n'importe quoi, la dernière fois tu avais dit que… » La dernière fois tu avais dit que, moi là, immédiatement, métacognition, incertitude, je me dis peut-être que j'ai dit ça. Ça me paraît complètement absurde. Je pense que jamais de la vie je pourrais dire un truc pareil. Mais qui sait si dans une certaine condition, certaines émotions, on dit pas toujours ce qu'on pense. Et puis peut-être que c'est l'autre qui a la mémoire qui lui joue des tours et qui en sait quelque chose. Si c'est pas filmé, il est trop tard. Et avec le deepfake, on pourra même plus savoir. L'incertitude, elle est partout. Alors une autre situation intéressante à explorer en termes d'incertitude, c'est quand on attend quelque chose. On attend une réponse à un mail, on attend une réponse d'une offre d'emploi, d'une postulation qu'on a faite. On attend un message d'un amoureux, d'une collègue. Ce que va faire le cerveau dans ce cas-là, en lien avec la frustration de ne pas avoir de réponse et l'incertitude de ce qui est en train de se jouer, c'est qu'on ne va pas rester dans l'incertitude. Albert dit on va stabiliser cette incertitude pour pas être dans le je sais pas ce qui m'arrive, moi je sais pas pourquoi elle me répond pas. Il y a une autre réaction, ça pourrait être je sais pas pourquoi elle me répond pas. Je n'ai pas de réponse à ce sujet, mais c'est pas ça qui se passe dans notre cerveau. C'est plutôt je sais pas. Et donc du coup, en lien avec cette émotion, on va générer un truc qui n'existe pas dans le réel, qui est en fait ça m'étonne pas trop parce que voilà, ça fait là, je crois que maintenant elle a 1h30 de retard. C'est quand même un peu bizarre parce que justement ce matin elle a mis du parfum. Hein. Comment ça se fait? Ou alors on va aller, je sais pas, regarder les news pour voir s'il n'y a pas eu un attentat terroriste dans son entreprise, enfin j'en sais rien. Voilà. Donc on va stabiliser de façon différente, chacun va générer des informations, inventer des choses qui n'existent pas pour même pas se rassurer, potentiellement augmenter le problème. Donc du coup, la solution derrière, qu'est-ce que je fais de cette connaissance? C'est déjà d'avoir la connaissance que je suis en train d'inventer des choses et que c'est pas le réel et que en fait j'en sais rien. Pour quelle raison je reçois pas de message? Et justement se ramener à je sais pas. En management, quand on est déçu parce qu'un employé a fait une erreur, un collaborateur, on va se dire il fait ça parce qu'il est mauvais, il fait ça pour m'emmerder, il fait ça. Non, en fait tu sais pas pourquoi il a fait cette erreur. Alors si je suis dans ce que je décris là, c'est-à-dire conscient de mon incertitude, je sais pas pourquoi il a fait ça. Fondamentalement, je suis pas dans son cerveau. Donc je vais aller lui demander. Et là on sent que l'émotion elle est complètement raplapla. J'ai longtemps dit qu'il fallait attendre un certain temps pour que les émotions de jugement redescendent avant d'aller parler à quelqu'un quand on a un problème avec lui. Maintenant je pense plus du tout ça. Je pense qu'il faut réaliser l'incertitude qu'il y a dans le comportement des autres. Et la plupart du temps, sauf quand on a affaire à des grands Manitou dans les organisations qui montent haut dans la hiérarchie, qui ont des agendas cachés, mais sinon dans la plupart des cas c'est pas vrai, et dans la plupart des cas les gens se veulent pas du mal les uns aux autres, et donc c'est
c'est juste qu'on est en train d'inventer des infos. Alors je la regarde, cette invention, puis je me dis, t'es en train d'inventer un truc. Finalement, l'émotion redescend tout de suite. À peine a-t-elle été générée, qu'elle redescend tout de suite. Et je vais parler à la personne, comme ça, complètement neutre, en disant juste, voilà, je viens parce que je voudrais savoir ce qui se passe, je n'ai aucune idée. Avec une humilité totale. Et en général, ça marche. C'est-à-dire qu'en général, on se rend compte que, bah oui, on avait inventé des choses. Mais vraiment l'immense majorité du temps. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. En tout cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, à la partager et la liker. Sens-toi également totalement libre de t'abonner si cette chaîne te plaît. Et d'ici la prochaine vidéo, souviens-toi que ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. Allez, prends soin de toi. Ciao!